Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous aider à vivre et contribuer un petit peu plus depuis l'espace du cœur tous les jours. Je suis accompagnée aujourd'hui de Leila Nasri, que j'aime beaucoup, que j'ai pas rencontré beaucoup dans ma vie, mais il y a quelque chose en fait, il y a vraiment un lien de connexion entre toutes les deux qui est très fort depuis que je l'ai découverte. C'est une femme très inspirante que j'ai découverte pendant que j'étais en études de naturopathie et que je m'intéressais à la rééducation oculaire. Et je m'en souviens très bien. C'était en lien avec un sommet où tu faisais partie, en fait, Leila. Et tu m'avais impressionnée. Je t'avais trouvée tellement belle, tellement rayonnante. Pour moi, tu incarnais vraiment la naturopathe qui a tout compris, tu vois, qui est vraiment d'une beauté de l'intérieur vers l'extérieur. Si jamais vous avez la curiosité d'aller voir comment Leila est physiquement, elle est aussi très très belle. et, euh, et en fait, y avait eu quelque chose, tu sais, vraiment de l'inspiration et de me Je me dire, souviens c'est comme très une bien. grande sœur et j'aimerais bien être comme elle quand je serai grande. Alors qu'on n'a pas, on n'a pas une très grande différence d'âge, mais comme tu étais, tu sais, diplômée depuis longtemps, en activité, il y avait vraiment j'avais les yeux qui brillaient quand je te regardais, quoi. Et donc, merci d'occuper ta place, d'avoir occupé ta place, de toujours occuper ta place et d'être là. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc, voilà. Merci Leïla. Donc, pour les personnes qui te connaissent pas, est-ce que tu veux bien expliquer où tu vis, ce que tu proposes, ce que tu fais, tout ça? Bien sûr, moi je me souviens très, très bien. Merci Anne-Claire de m'accueillir dans ce podcast. Je suis vraiment, très, très heureuse d'être là avec toi et en effet, moi je ressens cette, sororité depuis et je me souviens de la première fois où nous nous sommes vus, je me souviens très bien. C'était, un sommet organisé pour le yoga des yeux. Mmh. Donc c'était en 2015 peut-être? Oui, par là. Par là, oui, et je me souviens avoir fait une conférence sur la naturopathie et la santé des yeux, parce que j'avais cette expérience très positive du yoga des yeux et qu'en effet, je me suis débarrassée de mes lunettes depuis, plus d'une dizaine d'années maintenant et que c'est toujours le cas, et je me souviens de toi quand tu es venue me voir et de cette connexion, immédiate et de relation. Alors moi, je n'avais pas l'impression d'être une grande sœur, j'avais l'impression d'être simplement une sœur et je me suis dit: «Waouh, mais quelle énergie, quelle douceur, quelle lumière porte cette sœur, cette jeune femme, cette, jeune naturo et je serais très heureuse d'échanger avec elle et après on est resté en contact et on s'est vu pas beaucoup physiquement mais le contact est là donc je suis vraiment ravie et merci d'être là. Merci de faire ce que Merci. tu fais. Hem, Merci de partager ta transformation, ton évolution. Merci vraiment d'incarner toute ta place aussi et c'est très joyeux pour moi et je parle souvent de toi, je forme de futurs naturopathes. Je suis formatrice dans une école qui s'appelle le Sénato et je dis aux stagiaires, je leur dis, rapidement: «Il n'y a pas qu'une seule manière de pratiquer la naturopathie. En fait, aujourd'hui, il se trouve que nous avons cette chance-là. Il y a une, il y a un métier qui est la naturopathie et il y a vraiment toutes les formes possibles de le pratiquer, bien sûr dans les clous et cetera, mais sur le fond et sur la forme, on peut vraiment être très, très créatif» et je te cite parfois en te nommant, parfois sans te nommer, en disant que voilà, ça peut donner énormément de chemins possibles, y compris des chemins très libres et très créatifs. Donc c'est un très très chouette exemple Mmh. de quelque chose qui est en transformation, avec rien de fixé, rien de figé et surtout, libéré de la peur. Ça, c'est quelque chose que tu portes très, très bien et intuitivement, je peux comprendre tout le chemin aussi que ça t'a demandé et que ce que tu continues à gravir tous les jours. Donc merci de cette invitation, merci de ce que tu es. Je voulais te le dire ici. Merci. Alors moi j'habite à Paris. J'exerce la naturopathie à Paris, en ville donc depuis, 2009 avec cette immense gratitude d'avoir un cabinet où j'accueille des gens vraiment formidables et c'est mon métier, c'est de ça que je vis, donc c'est aussi un message positif que je porte, pour les gens que j'accompagne ou que je forme ou à qui je peux communiquer, c'est qu'on
il y a vraiment une place pour cet accompagnement et je suis très engagée, hem, dans l dans l'offre, à mon niveau bien sûr et dans mon cabinet et dans ma pratique, dans cette idée que c'est vraiment un cadeau que nous faisons, en le vivant d'abord, parce qu'il y a de réels effets et c'est aussi un cadeau que nous refaisons à la société. Donc c'est un engagement sociétal fort pour moi de me dire, comment je peux agir pour que, heu, je ne vais pas parler de naturopathie, mais de santé, pour que la santé, redevienne, hem, un droit inaliénable en fait. Mmh. Et comment, nous pouvons agir de manière, tout à fait préventive et active tous les jours et avec des choses qui ne sont pas si compliquées pour qu'on on n'ait plus aucune bonne raison de sacrifier notre santé et notre bien-être. Et que ce soit l'inverse et que nous construisons une société qui est faite pour le bien-être des personnes, les individus et la société qu'ils composent. Mmh. Donc ça, c'est un message très positif. Donc j'exerce, ce métier d'une manière originale, parce que je suis venue à la naturopathie après avoir, passé plusieurs années en Inde et ma formation était plutôt, une formation de médecine intégrative, donc avec cette idée d'aligner le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, avec une vision, plus globale que je peux appeler spirituelle de la santé, en tout cas de l'état de bien-être et la naturopathie a été pour moi une formation pour rendre cela plus, pédagogique. Donc la naturopathie pour moi, c'est la pédagogie de la santé. Et je l'exerce aujourd'hui, pas seule, alors je le fais de plusieurs manières. Il y a des personnes qui viennent à moi avec vraiment une demande de conseil en naturopathie, donc je vais exercer mon rôle de conseil et puis, ce que j'aime faire et ce que je fais de plus en plus et ce vraiment dans quoi je passe le plus clair de mon temps aujourd'hui, c'est un accompagnement plus global dont la naturopathie fait partie. Hem, Parce qu'il y a ces moments où en fait, prodiguer un conseil n'est pas suffisant et prodiguer un conseil peut être même contre-productif parce que j'accompagne depuis toujours des personnes qui sont en épuisement, donc j'ai ouvert le cabinet en 2009 et j'ai eu tout de suite des personnes qui sont en épuisement. À l'époque, on parlait pas de burn-out, on parlait de syndrome de fatigue chronique. Ça faisait beaucoup sens pour moi et j'expliquerai dans un instant pourquoi ça faisait sens pour moi ces burn-out et ces épuisements et j'ai développé une expertise de terrain là-dessus et ça marche très bien. Et évidemment, on ne peut pas concevoir d'accompagner, ces états-là sans prendre la personne dans sa globalité. Donc tout ce que j'ai appris en Inde, qui fait ma base de médecine intégrative et la naturopathie et ensuite des techniques de transformation aussi et d'intégration émotionnelle, m'aident à accompagner les personnes pour aligner et transformer. Et le burn-out peut prendre beaucoup de formes en fait. Le burn-out est beaucoup plus créatif parce que le burn-out, c'est un message que nous adressons pour faire les choses différemment. Et ça m'a beaucoup touchée d'avoir des personnes qui étaient très fatiguées, en épuisement au début de mon activité parce que moi-même, j'ai beaucoup flirté avec l'état d'épuisement. Hem, j'ai été insomniaque enfant, dès l'âge de 7, 8, 9 ans. J'ai des souvenirs vraiment aussi loin que je me souvienne. Je lisais quasiment toute la nuit, je m'endormais au petit matin et je survivais en faisant des petites siestes et donc pour moi, vivre, c'était vivre fatigué, avoir mal au ventre, être en tension, jusqu'à ce que je découvre, à l'âge de 20 ans, donc en Inde, qu'on pouvait agir très simplement sur notre système neurovégétatif, ça je ne le savais pas à l'époque, et induire une régulation d'un système qui est dérégulé depuis aussi longtemps. Et donc je me souviens très bien à 20 ans avoir fait cette expérience avec des techniques respiratoires où juste en faisant les exercices d'introduction pendant 2 heures, j'ai dormi pour la première fois de ma vie une nuit entière. Mmh. Et c'est un souvenir incroyable parce que pour quelqu'un qui a été insomniaque depuis toujours,
Je me souviens être rentrée chez moi le soir en me disant: «C'était très, très intéressant cette, tétanie des muscles». En même temps, je me sentais pas mal parce que j'ai découvert à ce moment-là que j'étais spasmophile. Parce qu'on fait on fait Mmh. plein de découvertes en même temps. Parce qu'à hyperventiler, forcément la spasmophilie s'exprime et on se retrouve en tigre avec, le visage un petit peu crispé, les mains en tu vois, en 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 bec. tension, en bec exactement et la personne qui guidait, qui me regardait avec beaucoup de bienveillance, un grand sourire et quand je la regardais, je me dis: «Bon, c'est que ça doit aller» parce que bon et c'était très, très avec et une c'était vraiment je me voyais faire. Je voyais bien que mon corps, je continuais à respirer, mon corps continuait à réagir, mais moi, je n'avais aucune inquiétude. Simplement, j'étais très curieuse et je rentre en me disant: «Mais quelle incroyable détente après cette tension» et je m'allonge sur le dos avec les mains sur la poitrine en pensant à cette soirée que je venais de vivre, qui était l'introduction à la formation et je me réveille le lendemain matin, 8 ou 9 heures plus tard peut-être, dans la même position. Alors ça, pour quelqu'un qui dort toute sa vie, c'est peut-être normal, mais pour moi, c'était absolument prodigieux Magique. et à ce moment-là, j ah ouais, ouais, magique, vraiment. Je sais qu'Anne-Claire, toi, tu as aussi souffert d'insomnie et Pareil. cetera et tu vois, quand la première nuit qu'on dort, c'est quelque chose, parce que ça paraît tellement, inimaginable que et là, je n'avais pas pris de substance, je n'avais pas fait de quelque chose de particulier, j'avais juste respiré. Et là, ça a été une 1re fois où je me suis dit parce que j'étais déjà en apprentissage, je faisais du yoga, du hatha yoga, j'étais dans une communauté, on explorait, beh, une forme de yoga intégral, je faisais du chant, je faisais de la danse, j'avais déjà appris le pranic healing, j'étais en initiation de reiki, heu, je faisais une formation de Tsubo qui est une technique d'acupression, enfin tu vois, j'explorais mais c'était de l'exploration et c'était, j'avais envie de dire presque c'était de la formation, académique presque, même si ça me transformait moi. Mais là, il y avait un effet immédiat et ça, c'était un 1er message où je me suis dit: «Waouh, nous avons vraiment ce que j'avais intuitivement envie d'explorer, cette capacité d'autorégulation où on peut vraiment transformer notre manière de fonctionner et on n'a pas forcément besoin de substances ou d'artefacts particuliers». Et après je me suis dit: «J'ai envie d'explorer ça». Ça a été un et de c'est-à-dire puisque nous pouvons le faire, alors ça veut dire qu'il y a quand même un système de régulation qui peut se réactiver et à nous de trouver ou à moi de trouver en tout cas le moyen d'y arriver. Ouais. Donc ça, c'était, une 1re expérience de la capacité de résilience que nous avons et aussi du fait que nous avons des croyances qui peuvent complètement nous limiter. C'est que quelqu'un qui est en insomnie, chronique depuis l'enfance, donc de 7 ans à 20-21 ans, tu vois? C'était quasiment toute ma vie. Et quand, j'en parlais, bah, d'abord pour moi ça semblait normal et je voyais pas comment les gens pouvaient dormir. J'imaginais qu'ils s'allongeaient et qu'ils vivaient la même nuit que moi. La digestion, c'était pareil parce qu'évidemment un enfant qui dort peu, a plus d'acidité dans le corps, digère moins bien, somatise au niveau du ventre pour la plupart, et pour moi pareil, digérer c'était on mange, on a mal. C'est juste qu'on n'en Mmh. parle pas puisque c'est normal. Et là aussi, le fait de réguler, tout ça, ben, on vit le corps d'une manière tout à fait différente. Donc il y a 2 choses que ça m'a apprises, c'est que nous avons vraiment besoin de vivre dans le corps de manière tranquille pour pouvoir se consacrer à notre vie profonde. Sinon le corps est un frein et tout ce que le corps exprime est précieux et toutes les croyances sont liées à des zones traumatiques. Et tu vois, ça m'a donné un cheminement. Alors bien sûr, ces mots-là ne se sont pas posés ce jour-là. Ces mots-là se sont posés au fur et à mesure parce que j'ai continué à explorer les techniques, j'ai continué à explorer les outils
J'étais allée en Inde avec cette envie d'apprendre sur les techniques corporelles et toutes les techniques corporelles que j'apprenais étaient magiques et incroyables, les techniques du souffle aussi, et je n'avais pas encore trouvé ma synthèse. Et parfois, quand je me retournais, je me disais: «Mais d'accord, mais j'apprends cela et puis j'apprends cela encore» et je n'ai vu le fil conducteur qu'en me retournant à un moment donné. Mmh. Et j'imagine que nous cheminons tous comme ça, que je suis l'élan du cœur et il y a une partie en moi qui est très persévérante et qui suit et qui suit et qui suit et parfois, il y a ces moments de doute profond où vraiment on se dit: «Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert?» On n'a toujours pas l'impression d'avoir trouvé et pourtant on continue et à un moment apparaît ce fil conducteur. Et ce fil conducteur pour moi, il est apparu au bout de 3 années en Inde où c'était un grand moment de doute. Je me suis dit: «J'apprends beaucoup de techniques, j'apprends beaucoup d'outils, mais j'ai toujours pas trouvé, j'ai toujours pas ressenti le "aha", le "that's it"». Mmh. Et à ce moment-là, j'ai rencontré la personne avec qui je suis rentrée en formation, pendant les 3 années qui ont suivi. Mais j'étais vraiment je me suis dit: «Leïla, tu es venue en Inde avec un projet. C'était un projet de ton ego. Ça n'existe pas ce que tu cherches, heu, un métier, ou une formation qui en même temps, te donne une capacité à exercer dans la société, en même temps nourrit ta passion et en même temps te met complètement à ta place. Ça ne doit pas exister. Tu as dû, voilà, c'est un truc d'ego. En fait, il faut, accepter que, voilà, on fait un job. Mmh. Et moi, enfant, je voulais être médecin, chercheur, prof à l'université. C'est ça que je voulais faire. C'était très précis avec mes images de l'époque, parce que je voulais accompagner les personnes dans un chemin de santé et pour moi, c'était le médecin. Heu Chercheur parce que j'envisageais vraiment ça dans une quête et dans une recherche où rien n'est fini et pour moi, le fait de transmettre et de partager le résultat de ces recherches avec mes images de l'époque, c'était professeur à l'université et donc mon premier échec de ma vie, heu, ça a été de ne pas réussir mon concours de médecine et là, je me suis dit: «Puisque tout le projet était conditionné par la réussite de cet examen, que vais-je faire?» Mmh. Et il m'a été impossible d'envisager une solution par défaut. J'aurais pu faire dentaire, j'aurais pu faire kiné ou sage-femme, peut-être même, heu, aller en Belgique ou aller en Allemagne faire des études de médecine, mais c'était en France que je voulais le faire et je ne pouvais pas imaginer faire, kiné parce que je n'ai pas réussi médecine. Faire ça faute de cela. Et donc j'ai continué à étudier la biologie, parce que je suis passionnée de ça et ça m'adore, et j'adore, ça m'adore peut-être aussi, je sais pas, lapsus. C'est un amour partagé. C'est un amour partagé de la vie. et et je me suis dit: «Je vais ça va vibrer à nouveau. Ça va je vais sentir que j'ai à nouveau quelque chose qui me» et là, à ce moment-là, je me souviens un soir où j'ai eu ce message: «L'année prochaine à Pondichéry et l'année prochaine massage ayurvédique» et je n'ai aucun souvenir des étapes d'après. Je n'ai pas souvenir d'en avoir parlé à ma famille, d'avoir demandé l'avis de quelqu'un. Je me souviens pas du tout de ça et j'arrive pas à m'en souvenir aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que je suis arrivée avec cette idée de trouver un maître de massage ayurvédique et j'ai eu, toutes les rencontres possibles et j'ai eu les vrais maîtres, les faux maîtres, ceux qui voulaient faire payer très cher, ceux qui voulaient pas payer, mais tu payais différemment avec des contrats un peu spéciaux. You know what I mean? Heu je voulais pas faire une formation pour touristes. Je n'avais pas envie non plus de faire une formation à l'université ayurvédique parce que le fait de potentiellement, participer à exporter ou à importer plus tard de la pharmacopée indienne vers des pays occidentaux, ça ne m'allait pas du tout, du tout. Donc je voulais vraiment la partie physique, ça, vraiment aller chercher la résilience du corps. Mmh. Et c'était ça le projet avec lequel je suis venue. Et en poursuivant ce projet, en fait, j'ai appris beaucoup de choses parce que je trouvais pas la personne avec qui j'avais envie d'être formée et
je cheminais. C'est là que je suis tombée entre guillemets dans le yoga, dans les techniques respiratoires dont je parlais tout à l'heure, mais aussi dans le chant, aussi dans un type de danse, un peu martiale aussi, qui est vraiment très proche du yoga. J'en ai exploré plusieurs, les techniques énergétiques et à chaque fois que je découvrais, il y avait la magie de la découverte et de l'effet que ça peut avoir et le fait que ça agrandissait mon champ de 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 perception des choses au fur et à mesure et la deuxième grande, aha après la respiration, ça a été, une technique qui s'appelle Pranic Healing. Alors je crois que ça porte un nom en français qui fait un peu sectaire, je sais plus, je crois que ça s'appelle de guérison miraculeuse, enfin, c'est un peu je trouve ça assez étrange comme, de traduire par miracle le prana, même si, et donc cet outil et moi sur les premiers exercices, c'est toujours là que moi j'ai mes plus grandes, expériences, aha, c'était de vraiment de voir aussi que, ben, en fait, nous sommes cet être d'énergie, donc nous sommes en interaction et que ça peut être visible aussi dans un certain état et ça, c'est vraiment une très, très chouette expérience aussi, avec notre champ de perception habituel, de l'agrandir un petit peu. C'est magnifique, ton partage est magnifique et dans un flow, tu sais, c'est tout à fait naturel tout ce que tu nous racontes. En fait, c'est juste le flow naturel de la vie que tu as suivi. Oui. Et, et à chaque étape, tu t'es permise d'entendre les messages que la vie te proposait et tu as décidé de t'engager. Et il y a vraiment cette notion d'engagement, je trouve, hein, dans ta vie et aussi dans tes transmissions, dans ce que tu partages avec le monde, parce que ce que tu proposes aux gens, c'est une réforme de santé, mais c'est un engagement vis-à-vis d'eux-mêmes. Et là encore, c'est l'engagement avec amour, toujours avec amour. Oui. Et douceur, on parlait de la douceur avant de lancer l'enregistrement. Oui, oui. Quelle place prend la douceur dans ton accompagnement? Merci de la question, elle est la douceur est cruciale pour moi. Alors il y a 2 choses, j'ai découvert quelque chose récemment. J'ai réalisé qu'en fait j'en avais tellement besoin, je disais à un ami: «Je peins les murs de douceur tellement j'ai besoin de la voir aussi à l'extérieur». Peut-être aussi parce qu'intérieurement j'ai vraiment besoin de continuer à la déployer et de la nourrir. Tu sais que Marc Aurèle aurait dit: «La douceur est invincible» et je trouve ça très chouette parce que Marc Aurèle ne faisait pas que de la philosophie et des poèmes, il faisait aussi la guerre, hein, c'était c'était un grand chef de guerre. Hem, j'ai commencé mes premières explorations, mais c'est mon côté très yang. J'avais un côté très yang et j'aimais cette exploration, dépasser mes limites, y aller en force, me prouver que j'avais, agi, pour que cela arrive et par exemple, dans ces techniques respiratoires dont je parlais tout à l'heure, heu, c'était quand même c'est des Sudarshan Kriya, tu vois, c'est des techniques c'est très dynamique avec de l'hyperventilation, et j'aimais beaucoup ce côté où en fait on s'engage pleinement, y compris physiquement et on vit l'expérience pleinement pour en revenir avec quelque chose de différent. Et donc j'étais beaucoup dans ce côté volontaire, yang, transformant par l'action, et ça me plaisait beaucoup et je portais beaucoup ça. Et puis quelques années plus tard, peut-être, une petite dizaine d'années plus tard, j'ai fait une formation, sur la respiration avec une autre personne, un monsieur qui s'appelle Dan Brûlé, qui travaille tout à fait différemment et c'est toujours ça, sur les 5 premières minutes de la première conférence d'introduction à la formation qu'on allait faire, on a fait un petit exercice très, 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 très simple et là, je me souviens m'être dit: «Ah! J'arrive au même résultat de détente profonde, d'un état de conscience très particulier qui est vraiment dans la résilience et de manière extrêmement douce». Et je me souviens me l'être dit en anglais: «Ah! The same thing, the soft way». Et ça a tout changé, mais c'est vrai, moi je me le suis dit en anglais. Et ça fera un super titre de livre. Oh waouh! Merci Anne-Claire. Oh waouh! Eh OK. oui. Mais oui, j'adore, Ouais. j'adore.
J'adore. Tu sais, je vais le renoter parce qu'en plus, Il est enregistré, c'est dans la boîte. génial. Donc, the same thing the soft way, et ça a changé du jour au lendemain, ça a changé tout. Bien sûr, ma manière de transmettre la respiration, mais aussi ma manière d'appréhender mes conseils, mon état de présence et ma présence à moi-même. Et j'ai réalisé qu'en fait, dans le processus de respiration, c'est un bon exemple pour ça parce que on ne peut pas s'engager à moitié. On commence à respirer et tout est engagé. Notre physiologie est engagée jusqu'au cœur de notre cellule, jusqu'à la respiration mitochondriale, c'est que vraiment notre métabolisme, ce qui dans cette vie fait que nous produisons notre propre énergie. Bien sûr, émotionnellement, parce que ça fait vraiment, ça modifie notre perception de l'émotion, notre manière de la traverser, énergétiquement, immédiatement, et bien sûr, ça nous relie vraiment à tout ce qui nous entoure. Et ça nous relie à l'instant présent, mais aussi à toute notre histoire. C'est vraiment tout ce qui est engrammé dans notre corps et modifié à partir du moment où on change la respiration. C'est un engagement total. Et le fait de réaliser en l'expérimentant que c'est par la douceur qu'on va beaucoup plus loin et que c'est beaucoup moins douloureux et finalement beaucoup plus rapide et que l'état d'après est beaucoup plus pérenne, ça a tout changé. Et finalement, je me suis posée vraiment quelque part dans la vie avec cette idée que la douceur nous aide à nous engager vraiment profondément, parce qu'il y a moins la notion de labeur. Quand on donne des conseils, par exemple, qu'on est dans cette position de conseil, ça devient laborieux, il faut le faire, nous devons le faire, alors que quand on trouve la manière la plus douce, mais en fait, il n'y a plus de il faut, je dois, je devrais, il y a j'ai envie, en un ou en deux mots, je le fais, j'expérimente, je joue à le faire et je vois ce qui se passe. Et puis quand on s'engage et qu'on sent qu'on est vraiment à la juste place, notre engagement est total et là les choses deviennent douces. Ça se déroule. Et dans l'accompagnement, ça m'aide énormément. Ça m'aide moi aussi pour sentir intérieurement quelle est la zone qui devient soft, quelle est la zone qui devient douce à l'intérieur de moi quand je touche un objet, un projet, un sujet, une relation, une interaction, un concept. Et comment je peux utiliser cette énergie un peu comme un toboggan de douceur pour me laisser aller et me laisser recevoir pour que ça passe aussi à travers moi, plutôt que de reprendre mon bâton et d'aller peut-être dans des zones plus inconfortables. Alors, je trouve que du coup, l'engagement peut être beaucoup plus profond. Et quand j'accompagne, je dis aux personnes, elles me disent: «Mais comment faire et est-ce que je dois faire?» Et je dis: «Alors, nous allons travailler jusqu'à ce qu'en fait la décision que vous devez prendre vienne d'elle-même». Et c'est incroyable parce que quand on fait cette expérience-là, on change de regard, on change de de système presque dans notre relation à la vie. Parce qu'on se rend compte que quand c'est mûr, il y a rien qui puisse le retenir. Et quand c'est pas mûr, il y a rien qu'on puisse faire pour accélérer. Simplement, dans ce temps-là, d'être dans la réceptivité et dans la douceur d'accueillir tout ce qui doit émerger dans le processus de transformation. Parce qu'il y a l'engagement, c'est s'engager à transformer. Et on peut le faire de manière forte et on peut le faire de manière douce. Et on peut le faire de manière douce qui est extrêmement forte. Pour moi, c'est un message vraiment, vraiment crucial. Alors, parfois, c'est drôle parce que je parlais avec une personne récemment qui m'a dit que quand elle parlait de moi et qu'elle me recommandait, elle disait aux gens qu'elle envoyait: «Vous pouvez la trouver un peu gnangnan». Ah, Et oui, et j'ai dit: «Oh, waouh, c'est OK, je vois, je comprends». Je comprends que ça puisse être perçu comme ça. Sauf que ça l'est pas du tout. ah non, moi j'ai jamais trouvé ça. J'ai jamais trouvé ça, non. Je pense
que moi, je vois ton côté yang. Je vois le côté, tu sais, très engagé, très puissant, très biologiste. Tu sais, je le vois direct. Intéressant. Donc cette personne, elle a interprété ta douceur. C'était Oui, son il y a une interprétation avec son interprétation. filtre. Oui, oui. Mais peut-être, ce que je me dis et j'entends très bien et ça m'a pas du tout, ça m'a fait rire, heu et je me suis dit que quelques années plus tôt, peut-être, je l'aurais pris personnellement, mais pas du tout parce qu'en fait, j'essayais de comprendre ce qu'elle disait et peut-être, en effet, cette douceur peut paraître comme étant moins engagée ou moins percutante, chez des personnes qui attendent plus de je fais ce geste un peu de frapper mon poing contre la paume de ma main, plus de heu, plus dans le percutant et je peux le comprendre. Venant d'un yang que j'étais, je peux comprendre que ça soit être perçu comme ça. Sauf que c'est vraiment pas ça. C'est comment cheminer pour que chacun trouve ce soft spot à l'intérieur, dans lequel, de manière très jungienne, on trouve notre zone d'excellence et cette zone d'excellence devient un terrain de jeu qui est incroyable parce que là, on peut, dérouler aussi des choses plus difficiles où en effet, il faut confronter pour transformer et j'ai ce questionnement par rapport à notre culture, habituelle et peut-être la manière dont on interprète le travail sur les zones de confort et je dis souvent en fait que je suis contre l'idée, en tout cas la manière dont on interprète cette sortie de zone de confort ou ce qu'on en fait aujourd'hui, parce que je suis plutôt à trouver la zone de confort réelle, là où j'ai de la capacité, là où j'ai de la résilience, là où j'ai du talent, là où j'ai de la magie, là où j'ai du génie et donc la zone de confort, c'est pas forcément la zone de repos, c'est une différence et de l'investir pleinement avec beaucoup de douceur, pour en faire une zone d'excellence et donc déployer son génie, son talent. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des zones dans lesquelles on n'a pas de confort, on n'a pas de génie, on n'a pas, d'envie, on n'a pas de facilité et pour y aller, il faut bien qu'on soit armé de ça et et pour moi, l'engagement vient par la douceur que nous avons à accueillir toutes les parties de nous et il en faut énormément, énormément. On est tellement dur avec nous-mêmes que ça nous empêche réellement de nous voir et donc en voulant être, plus volontaire quelque part, parce que la société nous demande aussi à prouver qu'on est de bonne volonté presque, à donner des gages qu'on est vraiment, en train de faire ce que nous sommes venus faire. Mais ces gages-là, souvent nous mettent dans des zones d'effort et une zone d'effort Est-ce n'est pas toujours une zone de travail. Mmh mh. Est-ce que tu aurais une recommandation ou un petit conseil à donner à quelqu'un qui, en t'écoutant, réaliserait à quel point elle ou il se traite avec peu de douceur, tu sais? Oui. Mmh. Est par où commencer quand on se maltraite depuis longtemps et qu'on essaye de passer en force? Est-ce Oui, que tu aurais une recommandation pour ça? c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une recommandation? Mmh mh. C'est holistique, il faut faire sur tous les sur tous les Oui, plans. Mais s'il y oui. avait peut-être quelque chose particulièrement qui te vient en Je tête? je pense à une personne que j'ai vue il y a quelques années et qui maintenant est thriving vraiment et qui était venue vraiment c'était son troisième burn-out parce que nous ne sommes jamais nous ne sommes pas encore, je vais l'exprimer comme ça, l'interlocuteur, de première intention quand il y a des situations comme ça. Souvent, on vient nous voir parce qu'on a déjà fait et que ça recommence et cette personne était venue et la première chose que nous avons faite ensemble, c'est juste de se poser et d'écouter et vraiment d'écouter vraiment ce qui est en train de se passer. Mmh. D'essayer de juste se poser avec les mots qui viennent, les sensations qui viennent
faire un bilan, comme si on le faisait avec vraiment son meilleur ami, hem, ou mieux encore, avec un enfant. Avec un enfant qui vient dire vraiment ce qu'il est en train de traverser, sans négocier, sans interpréter, juste faire un état des lieux et de se dire: «Si c'était un enfant qui me racontait cela, qu'est-ce que je lui dirais de faire?» Et juste de réaliser à quel point les situations de burn-out sont des situations particulières, encore une fois, parce que c'est un point vraiment limite. C'est pas un point de non-retour, mais c'est un point de rupture. Et dans ce point de rupture, de se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais le bilan de tout ça? Et de quoi j'ai vraiment profondément besoin juste à cet instant?» Juste à cet instant. Et de faire une expérience, une fois, une seconde, une minute, 5 minutes de ce que ça fait de répondre à son besoin à ce moment-là. Merci. Et c'est vraiment le début de la suite. Merci. Juste l'expérience et dans le présent. Ne pas se dire: «Je dois créer de nouvelles solutions, je dois faire ceci ou cela, être quelqu'un d'autre», mais juste, se poser un instant avec soi, quelques minutes et Mmh. peut-être que ça devienne une habitude dans la journée de quelques minutes ou même une minute, s'accorder une minute, se poser la question de quoi j'ai envie maintenant, à cet instant. Très simple. J'ai envie d'un café. Attention, Non, mais il y a des voilà, moi conditions. je bois pas de café. Mais Moi non voilà, plus. se dire: «J'ai envie d'un café» et je m'autorise, même si mon naturopathe chéri m'a dit que c'était pas bon pour moi, même si voilà, mais juste m'autoriser au l'envie. Mmh. J'ai envie de poser mon stylo et de ne pas écrire. J'ai envie d'appeler, hem, quelqu'un que j'aime beaucoup et je n'ai pas eu le temps. Ou j'ai juste Mmh. envie, tu sais Anne-Claire, parfois c'est juste envie de me prendre dans les bras. Ouais, Juste ça. Se dire: «OK, qu'est-ce qui se passe?» Et être là pour soi. être là pour soi. Ça fait aussi, et je l'entends très bien, pour certaines personnes, ça fait gningnan. Mais vraiment, l'expérience n'est pas du tout GNAN, GNAN. L'expérience de la présence à soi, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. On lit des choses, on écoute des choses, on pense même avoir compris des choses. Et pour partager ça en toute, simplicité et vraiment en toute humilité, il n'y a pas si longtemps que j'ai fait vraiment l'expérience de me choisir, de prendre soin de moi. J'ai dit à un ami il y a 3 ans: «C'est la première fois que je sais que je comprends ce que veut dire prendre soin de moi», à un moment où j'ai réussi à me positionner dans ma propre famille, pour déposer la culpabilité de ne pas être là pour les autres quand je ne le pouvais pas. Et une ou 2 fois avoir choisi juste moi, quelques instants, quelques minutes, quelques jours, en acceptant qu'il peut y avoir des conséquences et en faisant entièrement confiance à l'univers pour que les ressources soient déployées pour ces personnes-là si je ne suis pas là et l'espace que ça a créé. Et tu vois, avec tous ces outils et toutes ces eh bien, ça fait peu de temps que je fais l'expérience de ce que c'est. Je sais depuis longtemps, bien sûr, mais faire l'expérience vraiment et que ça devienne une habitude et partir de ce moment-là, de cet espace-là aussi pour partager avec toutes les personnes et quand on partage à partir de l'expérience et toi tu accompagnes et tu le sais parce que ce que tu transformes, c'est tu le rayonnes et parce que tu le rayonnes, tu as même pas besoin de le dire. Les personnes qui viennent à ton contact, heu, comprennent sans savoir presque qu'il y a un champ Ils du le possible. sentent.
Oui, Il y a une il me semble. transmission qui se fait sans même les mots. Mhm. Oui, vraiment. Et j'ai cette, conscience, vraiment aiguë que chaque fois qu'un humain ouvre une porte pour lui-même, il ouvre une porte pour tous les humains. Chaque fois que chacun de nous dépasse quelque chose, ça rend cela possible. Il y a dans le champ une information que cela est possible. Et dans nos partages et dans la transmission et dans le prendre soin, je trouve qu'il n'y a pas plus précieux que ça et il n'y a pas plus efficace que ça. Et c'est là que ça vient vraiment, donc cette douceur de ce contact qui est nécessaire vraiment pour se rencontrer vraiment, sans ce que je me raconte sur moi, sur ce que je dois faire, ce que je crois. Ça nous engage profondément là-dedans parce que si on n'est pas engagé, on ne peut pas ouvrir l'autre à son propre engagement. Or, les processus de transformation demandent l'engagement et dans, l'accompagnement, c'est ce qu'il y a de plus délicat. C'est d'ouvrir le champ à ce que l'engagement de l'autre envers lui-même, soit possible. Leïla, j'ai une question. Est-ce que tu fais du mentorat ou de l'accompagnement pour les naturopathes? Parce que tu enseignes, mais est-ce que au-delà de ça, au-delà des cours, euh, est-ce que tu les aides aussi sous une autre forme? Tu as des antennes, hein? Ah je le sens là, tu vois, je me dis en fait c'est comme l'ingrédient qui pourrait manquer parfois, tu sais, à des naturaux qui essayent de rester très scolaires, alors qu'en fait ça se passe ailleurs dans l'énergie pour embarquer les clients dans une vraie transformation. Complètement. Ah moi je suis naturo-coach, hein, donc oui, c'est vraiment, merci de la question parce que j'avais complètement oublié. Depuis des années, j'accompagne en mentoring en individuel Mmh. et depuis 4 ou 5 ans, ça pousse derrière vraiment pour créer un espace d'enseignement. Heu et pour tout te dire, j'ai même fait une formation pour transmettre online et cetera, mais c'est vrai que techniquement, je suis moins, je ne suis pas hem, très habile et donc ça me semble un petit peu une usine à gaz à chaque fois, donc le projet est remisé et je me dis: «C'est OK, ça prend le temps que ça prend», mais ça reste, tu vois, c'est toujours là. Et la question que je me posais, c'est sur quoi j'ai envie de transmettre. J'ai tellement de choses à transmettre. J'ai tellement d'outils de synthèse que j'ai envie que d'autres puissent utiliser, s'approprier, faire rayonner, amplifier. Et en même temps, je suis un peu allergique à la lourdeur de, du cadre et de la forme. Je suis très bonne pour le fond. Et quand je passe trop de temps sur le cadre, je trouve que c'est pas OK pour moi. C'est pas, j'ai pas envie de ça. Donc je me suis posé la question: quel est mon engagement? Donc je suis engagée dans l'enseignement, ça c'est voilà, je suis contractuellement engagée aussi sur un programme et cetera. Mais c'est dans le après et en effet, les thérapeutes et pas seulement les naturopathes, c'est une fois qu'ils sont formés, en fait, ils sont tout seuls. Donc j'ai créé depuis, heu, juillet, des groupes de supervision, qui ne sont pas des groupes de supervision que cliniques. Il y a j'appelle ça de la supervision et en fait, c'est du mentoring et donc il y a en même temps, un accompagnement bien sûr de supervision clinique, de la qualité de pratique de la naturopathie et cetera, quand c'est des groupes que de naturopathes et il y a aussi vraiment cet accompagnement sur la posture et sur vraiment le mentoring de qu'est-ce qu'un thérapeute? Comment accompagner? Comment amplifier? Comment trouver notre et aussi notre projet à nous en tant qu'accompagnants? Quels sont les ingrédients qu'on y met pour que ça devienne notre projet, que nous réunions vraiment chacun de notre propre identité, de notre propre aura et que les gens viennent à nous pour cela. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, j'ai trouvé la forme la plus légère et il y a peut-être d'autres formes à imaginer, mais là, ce sont des groupes, donc on se réunit une fois par mois et il y en a 2 en parallèle et cette notion de mentorer et pour moi, on parle d'engagement, c'est mon engagement vers l'excellence de la pratique thérapeutique, naturopathique, mais pas seulement et donc c'est tu as des antennes parce qu'on n'en a jamais parlé et Mais je pense que c'est pas pour rien que ça devait sortir.
dans ce podcast. C'est-à-dire que c'est Bah, oui, enregistré, ce sera diffusé et je ne serais pas surprise qu'il y ait des gens qui ont envie de t'aider. Donc, c'est posé comme intention. merveilleux. C'est beau. Parce que Écoute, si oui, il y a quelque chose, parce que moi-même, je serais pas capable de faire ce que je fais si j'avais pas des gens qui m'aident. Tu bien vois, sûr. Et moi c'est, non plus, et ouais. moi non plus. Heu, donc mais ah waouh, OK, ça pétille, ça pétille, ça pétille. Et je ce que je sens là à l'instant, c'est si, tu vois, si il y a des personnes, ou une personne ou des personnes qui ont envie, dont c'est le talent, dont c'est le génie de faciliter ça, heu, on a un champ de transmission qui serait vraiment formidable. Parce que pour moi, c'est, ce truc technique, c'est, technique et puis les lourdeurs administratives. Donc j'ai vraiment identifié que je souhaitais, me consacrer à ce dans quoi je suis dans mon excellence. Mmh. Et du coup, je me dis: «Ça prend le temps» et en même temps, je me dis: «C'est dommage». Mais aussi, je me dis régulièrement, c'est les bonnes associations qui peuvent faire, les bonnes collaborations qui peuvent faire que les projets émergent. Tout à Donc fait. ouais, posons-le là, ouais, ça serait joyeux de voir la suite. Alors du coup, ça m'amène à te poser cette dernière question qui est: Oui. comment on peut entrer en contact avec toi? Comment on peut savoir ce que tu proposes, venir te voir en consultation, bénéficier d'un mentorat ou éventuellement te proposer de l'aide pour t'aider à développer les projets en cours? Comment on entre en contact avec toi, Leïla? Alors c'est assez facile, au téléphone, c'est super, sinon j'ai un site internet. C'est un site internet qui n'est pas très actif, c'est un site internet vitrine parce que j'ai assez peu investi, la communication. Je sais que c'est là aussi, je pense qu'une aide serait la bienvenue. Je mets ça ici, pour l'univers. Je sens, l'envie de rendre cela plus dynamique et je sens l'envie aussi de le rayonner et je n'ai pas investi pour l'instant ou investigué ou investi ou posé l'énergie pour que cela tourne. Mais je sens que c'est le moment aussi de le faire. Donc on peut passer par le site internet, on peut m'envoyer un mail, on peut m'envoyer un WhatsApp, on peut m'envoyer un message, donc j'ai un site internet qui s'appelle leilanasri.fr, c'est très simple. Et je suis assez peu présente en dehors de Facebook, en revanche, sur d'autres réseaux. Je suis beaucoup de personnes, mais moi-même, je dans mon quotidien, je suis plutôt introvertie, donc c'est vrai que, heu, les groupes et les transmissions en groupe est plus facile pour moi que de faire des posts ou des choses comme ça. Mmh. Donc voilà, donc ça c'est et les consultations, se passent ici à Paris, se passent aussi en ligne. Et je propose des consultations et aussi des accompagnements sous un format un petit peu différent où je mets vraiment ensemble et en fonction du besoin de la personne bien sûr, ça je le propose pas à tout le monde, je propose à quelques personnes, un accompagnement dans la durée où on s'engage tous les 2 sur un travail particulier. On va faire appel à une dimension de transformation, à la naturopathie évidemment, mais aussi des techniques d'intégration émotionnelle, des techniques énergétiques. Donc c'est vraiment un accompagnement, global. Je mettrai ton site internet pour que les personnes puissent te trouver facilement. Donc, merci pour Avec joie. tout. C'était passionnant et d'ailleurs, je vais laisser la porte ouverte. Et si un jour tu souhaites revenir et parler d'un thème qui te tient particulièrement à cœur, tu es toujours la bienvenue. Merci Eh beaucoup du bien, fond du cœur, Leïla. avec grand plaisir. J'ai l'impression Merci. on a eu une toute petite conversation, qu'on s'est dit beaucoup de choses et qu'en même temps, j'ai tellement de choses à C'était que partager avec l'intro. toi. À refaire. À refaire avec grand Merci plaisir. beaucoup. Merci de cette porte ouverte et merci à toi de cet espace et toute cette énergie et j'adorerais, ouais, j'adorerais faire ça à nouveau. Avec joie. Merci à toutes et à Avec tous de joie. nous avoir écoutés et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou auprès de personnes à qui il pourrait bénéficier. Et n'hésitez pas aussi à noter le podcast sur Spotify et sur Apple. À bientôt!